Donc, voilà, donc on passe au second modèle, qui est celui de Benveniste. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle. Alors, s'il vous plaît, faites très attention à l'orthographe, parce qu'en S6, il y a des erreurs de langue qui ne sont pas tolérées. D'accord? Donc, quand on me met le modèle sans E à la fin, je supprime des points, je considère que c'est une erreur. D'accord? Donc, toute erreur, toute faute d'orthographe n'est pas du tout excusée, n'est pas excusable. D'accord? Donc, faites très attention à l'orthographe. Le modèle énonciatif. De, bien sûr, Émile Benveniste. Alors, il y a également le nom des linguistes, hein, les noms propres que vous ne devez pas massacrer. Hein. Ne me mettez pas bénévéniste ou béniviniste, hein, mais il faut faire très attention aussi à l'orthographe des noms des linguistes sur lesquels nous travaillons. Donc, le modèle de Benveniste est un modèle qui peut-être tire son intérêt du fait que d'abord, il est considéré un peu comme le père de l'énonciation. Hein. Donc, c'est l'un des pionniers des théories de l'énonciation. D'accord? Ça, c'est un N. Donc, il est considéré comme le père des théories de l'énonciation. C'est à lui que revient le mérite d'avoir élaboré une approche énonciative qui était à l'époque, c'est-à-dire vers les années 50, qui était à l'époque révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Parce que Benveniste a innové dans le sens où il a réintroduit dans les sciences du langage, dans la linguistique, la présence du sujet parlant. D'accord? Dans les théories qui ont précédé, les théories linguistiques classiques, donc le sujet parlant était quasiment absent. Hein. Il n'y avait pas de sujet parlant vivant dans, bien sûr, l'analyse linguistique. Mais on travaillait sur des phrases canoniques, comme l'a fait Chomsky, en élaborant, en parlant de ce qu'il appelle le sujet, un sujet universel ou un sujet idéal, hein, le locuteur idéal, et ou bien on a toujours travaillé sur des phrases, tout simplement. La linguistique classique a surtout travaillé sur des phrases canoniques, d'accord? Canoniques, c'est-à-dire des phrases qui sont bien faites, bien construites, qui n'émanent pas forcément de sujets parlants en activité, mais qui sont toutes faites, et on s'est penché sur l'analyse de ces phrases-là. Or, avec les théories de l'énonciation, on ne va plus travailler sur ces phrases canoniques, mais on va remplacer le mot phrase par le mot énoncé. L'énoncé suppose une activité, c'est le produit, c'est le résultat, le produit d'une activité qui est l'énonciation, d'accord? Donc l'énonciation, c'est l'activité des sujets parlants. L'activité des sujets parlants. D'accord? Et cette activité, ce processus,
donne un produit qui est l'énoncé, d'accord? Donc l'énoncé est le produit de cette activité des sujets énonciateurs qui est bien sûr l'énonciation. Et c'est quoi l'énonciation? C'est la construction, justement, c'est le fait de construire, de prononcer, de proférer un énoncé, d'accord, dans une situation de communication bien précise. C'est dans ce sens-là que l'énonciation suppose donc l'énonciation exige, donc quand on parle d'énonciation, cela nécessite qu'on parle d'abord de la situation d'énonciation qui rejoint, selon Jacobson, le contexte. D'accord? Donc c'est le synonyme ou l'équivalent de contexte chez Jacobson. C'est la situation. Mais c'est aussi les sujets énonciateurs. Les sujets énonciateurs, ça veut dire tout simplement l'énonciateur et l'énonciataire. D'accord? Donc les sujets énonciateurs, ce sont les personnes qui vont interagir à travers ce processus d'énonciation, cette activité énonciative. D'accord? L'énonciateur n'est autre que le destinataire chez Jacobson. L'énonciataire, c'est le destinataire, etc. D'ailleurs, Antoine Culioli va parler, lui, de co-énonciateur au lieu d'énonciataire. J'expliquerai la différence entre énonciataire et co-énonciateur, d'accord? C'est très important. Donc, vous voyez que l'activité énonciative est une activité importante car pour la première fois dans l'histoire de la linguistique, on va tenir compte de ces paramètres-là. Donc, le paramètre donc ces paramètres qui sont fondamentaux, à savoir le paramètre des paramètres énonciateurs ou énonciatifs, pardon, qui sont le contexte ou la situation d'énonciation. Et donc la situation implique bien entendu, quand on parle de la situation, il y a le lieu et le moment. Toute situation, quelle qu'elle soit, elle est ancrée dans un lieu, le lieu de l'énonciation, et puis, bien sûr, elle correspond à un moment aussi, qui est le moment de l'énonciation. D'accord? Donc, ce sont les éléments qui constituent la situation d'énonciation. Et bien entendu, toute énonciation, elle s'inscrit dans une situation et elle fait appel, elle implante des énonciateurs qui vont interréagir, qui vont donc échanger des choses. Et donc c'est une première dans l'histoire de la linguistique, comme je l'ai dit, parce que Benveniste a introduit la trace ou l'empreinte de l'individu dans la linguistique. D'accord? Donc cette empreinte-là qui n'existait pas auparavant vient d'être prise en considération. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a certains énoncés qu'on ne peut interpréter, qu'on ne peut comprendre qu'en revenant à la situation dans laquelle ils ont été construits, proférés. Donc c'est la situation, c'est vrai, il y a des éléments du contexte qui apportent un éclairage au sens de l'énoncé.
Sans cette situation-là, on ne comprendrait pas totalement de quoi il est question, ce qu'il en est. D'accord? Et la même chose, pour comprendre des messages, mais il faudrait revenir à ceux qui ont produit ces messages, à se pencher sur l'énonciateur, sa situation peut-être sociale si on la connaît, son niveau de langue, son appartenance sociale, mais aussi son rapport avec l'énonciateur. Et c'est un rapport d'égalité, d'amitié, de complicité, ou bien plutôt un rapport d'hiérarchie, donc un supérieur face à quelqu'un qui lui est inférieur, un dominant et un dominé, hein, comme on le trouve dans les rapports, par exemple, professionnels, le directeur général qui va s'adresser à un employé, ou le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage qui va s'adresser à un ouvrier, etc., etc. Et donc, il est fondamental de se pencher sur ces relations-là, sur ces paramètres-là, les interpréter pour avoir une compréhension plus juste de la situation d'énonciation, de l'énonciation en général. D'accord? Donc, le mérite de Benveniste, c'est d'avoir, comme il le dit très bien dans ses articles, son mérite, c'est d'avoir étudié la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Donc la mise en fonctionnement de la langue, ça veut dire que la langue, elle est en usage, elle fonctionne, elle est prise en charge par un sujet parlant et, bien entendu, elle est prise en charge par un acte individuel d'utilisation. Donc il y a un individu qui prend en charge la langue, qui l'assume et bien sûr qui va exprimer des choses qui peuvent être subjectives ou objectives. Seul, bien sûr, l'énoncé peut nous donner des réponses à ce type de questions. Donc, Benveniste va, en se penchant sur aussi les temps verbaux, donc en analysant l'emploi des temps verbaux de la langue française, il s'est rendu compte que les temps des verbes français se répartissent en deux classes. Et il y a des temps verbaux qui sont propres à l'énonciation en tant qu'activité des sujets parlants. Et il y a des temps verbaux qui, plutôt eux, sont reliés à des énoncés qui sont plutôt inscrits dans le passé, qui relèvent de l'histoire du récit. Et donc, à partir de cette observation des différents temps verbaux, il va classer ou dégager deux types d'énonciation qui sont l'énonciation historique d'un côté et l'énonciation discursive de l'autre. Donc, pour lui, il y a deux types d'énonciation. L'énonciation historique, ce qu'il va appeler aussi récit, ou bien l'énonciation discursive, ou ce qu'il va appeler également discours. Voilà. Donc il va, à partir de l'observation des temps verbaux utilisés généralement dans la langue, mais aussi à partir d'un certain nombre d'éléments linguistiques, il va arriver à cette distinction fondamentale entre les deux types d'énonciation. L'énonciation historique ou récit qui va recourir
a des paramètres qui lui sont propres et l'énonciation discursive qui, elle, va utiliser à son tour des éléments qui lui sont propres. Donc, il a dégagé à partir de cette observation trois aspects qui vont distinguer ces deux types d'énonciation. Donc, l'énonciation historique et l'énonciation discursive, ou récit et discours, se distinguent au niveau de trois éléments fondamentaux, qui sont d'abord les temps verbaux. Voilà, je vais mettre un 1, les temps verbaux. C'est vrai que l'énonciation historique va utiliser des temps verbaux qu'on ne trouvera jamais dans l'énonciation discursive. Donc, la présence de ces temps verbaux nous renseigne d'emblée sur la présence, notre présence d'une énonciation historique. Le deuxième élément, c'est la personne. Le système personnel utilisé dans le récit est différent du système personnel utilisé dans le discours. Et enfin, bien sûr, les références spatio-temporelles. Voilà, les références aussi spatio-temporelles qui se distinguent en passant du récit au discours, donc elles sont extrêmement distinctes, d'accord? Elles sont différentes dans le discours de celles qui sont utilisées dans le récit. Donc, nous allons nous pencher sur ces deux plans d'énonciation, à savoir l'énonciation historique et l'énonciation discursive, à travers ces trois éléments dans l'ordre. J'insiste, dans l'ordre. Et je l'écris, d'accord? Dans cet ordre-là, les temps verbaux d'abord, le système personnel ou la personne en deuxième lieu, et enfin les indicateurs de temps et de lieu, ou bien les références spatio-temporelles ou les indicateurs spatio-temporels. Sauf que si vous mettez les indicateurs et sur spatio-temporel LS, ils s'accordent un indicateur, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom, étant donné que c'est un adjectif. Ou bien les références spatio-temporelles, là, une référence, donc ils s'accordent. Donc nous allons nous arrêter sur ces deux types d'énonciation et voilà, nous allons analyser les caractéristiques, les particularités de chacun de ces deux types. Alors, donc, grand 1, on va commencer par l'énonciation historique, d'accord? Donc, dans l'énonciation historique, nous sommes dans un type de texte qui relève du récit, c'est-à-dire de l'histoire. L'histoire, pas au sens de l'histoire, c'est-à-dire historique, l'histoire dans le sens de l'histoire du pays, raconter des événements, voilà qu'un pays, les guerres, les conquêtes, l'évolution, non, pas forcément dans ce sens-là, mais c'est-à-dire le fait de raconter des événements passés, révolus, d'accord? Donc, l'énonciation historique suppose de raconter des faits survenus dans un temps qui est passé, d'accord? Et dans l'énonciation historique ou le récit, donc ce récit des événements se fait souvent sans l'intervention du locuteur. Donc on ne sent pas vraiment la présence du locuteur, généralement.
Pourquoi? Parce que pour Benveniste, à partir du moment où nous sommes dans le récit, le locuteur, c'est-à-dire l'énonciateur, va essayer de se retrancher derrière, de se cacher, d'être objectif. Parce que le désir, il y a un désir d'objectivité, de raconter des événements passés avec une distance assez importante. Donc on cherche à prendre la distance la plus grande par rapport aux événements qu'on raconte. Et c'est vrai que c'est un type d'écriture ou de narration qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire, bien sûr, qu'on retrouve beaucoup dans des ouvrages didactiques, etc. Alors, j'ai posté sur la plateforme un ensemble de textes. J'espère que, voilà. Alors, je vais juste vous montrer. Ce sont des exercices. J'ai posté sur la plateforme donc ces exercices-là. Ce sont de tout petits extraits qui concernent l'énonciation historique dans la première page et l'énonciation discursive dans la seconde page. D'accord? J'ai cherché à vous donner ces petits extraits pour que vous puissiez voir en cours de présentation des caractéristiques de l'énonciation, voir les particularités de ce type d'énonciation. Et justement, les 3 extraits que je donne pour l'énonciation historique ou récit permettent d'expliciter justement ces éléments-là, c'est-à-dire la présence des caractéristiques propres au discours. Alors, parmi les premières caractéristiques que nous trouvons au niveau de l'énonciation historique, alors, la première particularité, c'est-à-dire comme on l'a vu dans 1, on va commencer par les temps verbaux. Donc les temps verbaux dans l'énonciation historique, donc on constate que l'aoriste, c'est le temps fondamental du récit. Temps fondamental du récit. Donc c'est la première caractéristique de l'énonciation historique. C'est la dominance ou la présence massive de l'aoriste. Donc l'énonciation historique ou le système verbal de l'énonciation historique repose sur le passé simple. L'aoriste, c'est en fait le passé simple. Donc, Benveniste désigne le mot le passé simple par cette appellation qui est l'aoriste. D'accord? Donc, le passé simple, en fait, caractérise le récit d'événements passés. Et du coup, nous allons le trouver dans pratiquement tous les récits, qu'il s'agisse de récits littéraires, de récits historiques ou autres. D'ailleurs, il le dit très bien, Benveniste, il dit « Quiconque sait écrire et entreprend le récit d'événements passés emploie spontanément l'aoriste comme temps fondamental. Qu'il évoque ces événements en historien ou qu'il les crée en romancier. » Donc vous voyez bien que l'aoriste ou le passé simple est considéré comme le temps fondamental au niveau, bien sûr, du récit des événements passés. Et il est utilisé aussi bien par l'historien que par le romancier, etc. Et donc, le passé simple appelle aussi d'autres temps,
Donc nous trouvons également dans le récit ou l'énonciation historique, nous trouvons l'aoriste, passé simple, mais nous trouvons également d'autres temps, bien entendu, qui sont propres au passé, à savoir l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, etc. etc. Le prospectif, voilà, c'est un temps qui est intéressant. Le prospectif est un temps qui annonce dans le passé, mais qui annonce l'imminence d'un événement qui va se produire, d'accord? Et donc, généralement, le prospectif est utilisé avec, par exemple, le verbe aller plus verbe infinitif. Ou bien le verbe devoir plus verbe infinitif, d'accord? Par exemple, il parle ici un navire, voilà le texte 2 des exercices que j'ai donnés. Et alors, il va dire à un moment donné, voilà la dernière phrase, que l'on put croire un instant que le Bismarck, en parlant de ce navire, que le Bismarck allait se disloquer. D'accord? Donc, aller plus infinitif, se disloquer. Souvent, alors le verbe aller ou le verbe devoir, donc devait ou aller, ils sont conjugués à l'imparfait. D'accord? Donc, c'est cette forme-là qu'on appelle le prospectif. Donc, c'est une sorte de formule, hein, ou de forme qui annonce la venue de quelque chose à laquelle on ne peut pas y échapper. C'est comme une sorte de futur, comme une sorte de prémonition dans le passé. On parle de quelque chose qui devait arriver, qui allait avoir lieu. D'accord? Donc, ce sont voilà les temps les plus utilisés dans le récit. Alors, à côté de l'aoriste, nous avons bien entendu, alors, parfois on peut trouver, et là je voudrais m'arrêter sur ça avant de passer au point 2, on peut trouver le présent dans le récit. Mais là, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit nullement d'un présent actuel. Hein, parce que vous savez que le présent est un temps qui est polysémique, qui véhicule plusieurs valeurs. Et donc, le présent actuel, il s'inscrit dans le discours, donc dans le moment de l'énonciation, d'accord? C'est le moment de l'énonciation. Mais on peut avoir d'autres emplois du présent. Vous savez, le présent qu'on trouve, le présent qu'on appelle un présent intemporel. C'est le présent qui, des généralités, des maximes, des définitions scientifiques, ce qu'on appelle aussi omnitemporel, c'est-à-dire qui est vrai en tout temps. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi un présent gnomique. Toutes ces appellations réfèrent à cette valeur des généralités qui est exprimée par le présent. Quand on dit par exemple l'homme est un être pensant, ben, le présent ici est, est, le présent du verbe être, justement nous introduit dans une définition qui est vraie en tout temps. Et donc, c'est un présent intemporel, c'est un présent des vérités générales. L'homme est un roseau pensant,
quoi d'autre? L'eau bout à 100 degrés, le verbe bouillir qui est bien sûr conjugué au présent, etc. Et donc toutes les vérités générales relèvent de ce qu'on appelle le présent intemporel ou gnomique ou omnitemporel. Il y a aussi une autre valeur du présent qui est bien sûr ce qu'on appelle le présent historique ou ce qu'on appelle aussi un présent de narration. D'accord? Et donc, un historien, par exemple, au lieu de raconter des événements passés historiques dans les temps du passé, ce qui peut-être nécessite une batterie de temps verbaux assez variés, assez diversifiés, il peut recourir à un présent historique dans lequel il va rapporter les événements historiques passés, anciens, en utilisant le présent. Mais tous les lecteurs vont bien comprendre qu'il ne s'agit nullement d'un présent actuel, mais plutôt d'un présent historique. Le présent de narration, quand un narrateur, au lieu de raconter des événements dans le passé, en utilisant le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, etc., il va plutôt choisir d'utiliser le présent. C'est un présent qui donne l'impression de, au fur et à mesure qu'on lit le roman, les événements se déroulent. Ça donne cette impression de simultanéité, cette illusion que le moment de lecture est identique au moment des événements. D'accord? Donc c'est un procédé d'écriture, c'est un effet de style, un procédé stylistique, bien sûr, qui est propre à l'écriture littéraire, bien entendu. Voilà, donc la présence du présent doit être étudiée pour démontrer dans le récit que ce n'est pas du tout un présent actuel, mais que c'est un présent soit intemporel, gnomique, donc celui des vérités générales, des maximes, soit plutôt un présent de narration ou un présent historique. D'accord? Donc, pour passer à la personne verbale, donc nous allons passer au numéro 2. Voilà. Donc, la seule personne verbale et la troisième personne. Voilà. Donc, pour Benveniste, la présence dans le récit, la présence exclusive de la troisième personne est compréhensible. Pourquoi? Parce que l'historien ou le romancier se rétracte derrière son texte, se cache, il n'est pas visible. Seul ce dont on parle, les événements qu'on raconte, apparaissent. Et donc, la personne utilisée, la seule personne verbale utilisée est la troisième personne, parce que c'est la seule personne, bien sûr là c'est un A, c'est la seule personne, c'est ce dont on parle. Et du coup, Benveniste va, en se penchant sur le système verbal ou le système personnel des langues étudiées, il va constater que les grammairiens arabes ont adopté une appellation des personnes qui est extrêmement intéressante et judicieuse. Si le français, il évoque le je, tu, il, l'arabe, par contre, les grammairiens arabes appellent la première personne al-mutakallim. Mutakallim, c'est-à-dire celui qui parle. Et donc, c'est
la personne qui dit je, autrement dit. Et donc, al-mutakallim introduit la notion de kalam, la prise de parole par justement un énonciateur. La personne à qui l'on s'adresse est al-mukhatab, c'est-à-dire la personne à qui j'adresse mon discours. Donc je m'adresse à l'autre et je l'implante en face de moi en tant qu'énonciateur, comme on l'a vu ou en tant qu'interlocuteur, d'accord? Et la troisième personne, c'est Al-Ghaib. Al-Ghaib, d'ailleurs, il va reprendre le mot Al-Ghaib, je pense que c'est comme ça. Alors, je vais vérifier l'orthographe. Alors, non, c'est pas. Non, ça marche pas. Bon, on va supprimer. Pas tout à fait. Parce que là, il faut respecter la transcription phonétique. Elle, ra, voilà. Ra, ib, voilà. Je pense que c'est comme ça. Al-Ghaib, c'est tout à fait, c'est bon. Al-Ghaib, c'est l'absent, donc c'est l'absent des grammairiens arabes. Ça, c'est important. Alors, il faut définir ce qu'on entend par l'absent. L'absent peut avoir deux sens. L'absent, c'est l'absence physique, réelle, de celui dont on parle, d'accord? Dont parle al-mutakallim et al-mukhatab, donc dont parle je et tu. Il peut être absent, d'accord? C'est une personne qui n'est pas présente dans les lieux de l'énonciation, dans la situation d'énonciation. Ce raïb peut être absentéisé, d'accord? Absentéisé, ça veut dire qu'on le rend absent. Il est là, mais on l'éjecte, on l'exclut de la sphère de locution, d'accord? On peut être deux à parler d'une personne qui est là, mais on l'ignore, parce qu'on ne veut pas s'adresser à cette personne-là pour plusieurs raisons. Hein. Elle peut être une personne indésirable, on ne veut pas qu'elle soit là, mais elle s'impose, et donc on va faire comme si elle n'était pas là. On peut bien sûr l'exclure parce qu'elle ne partage pas nos idées, parce qu'elle appartient à un autre type de mentalité. Donc il peut y avoir plusieurs raisons d'éjecter quelqu'un de la sphère de locution, de le sortir, de l'absentéiser, le rendre absent alors qu'il est là. Donc l'absence n'est pas toujours physique, mais elle peut être une absence mentale. Hein. On sort quelqu'un de la sphère de communication. D'accord ? Et donc, Benveniste va décider de recourir à cette lecture, à cette interprétation des grammairiens arabes de la personne. Et pour lui, donc, la seule personne verbale, c'est la troisième. Et il va appeler, parce qu'elle est absente, cette personne, donc il va lui parler de la non-personne. C'est la non-personne. Il va la désigner par le terme de non-personne. C'est souvent il met un trait d'union entre non et personne. La non-personne, c'est justement al-ghaib de la grammaire arabe. Entre le locuteur, l'énonciateur, le romancier, l'historien et la distance entre ce locuteur
et ce qu'il raconte, et elle est si grande qu'on a l'impression que personne ne parle. D'ailleurs, il le dit très bien, les événements semblent se raconter eux-mêmes. D'accord? Donc, tous les éléments linguistiques qui peuvent référer à la non-personne, à cette troisième personne, c'est il, elle au singulier, il, elle au pluriel, le, la, etc. Lui, cela, etc. Donc tous ces éléments-là, il les considère comme des substituts abréviatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots qui vont remplacer des noms objectifs. Par exemple, on va parler de César, un historien, le grand César de Rome, donc cet empereur, donc César, à un moment donné, on va utiliser le il. Au lieu de reprendre chaque fois César, on va utiliser le il. Le il ici est anaphorique. C'est-à-dire qu'il reprend César. Donc c'est un substitut, c'est-à-dire il remplace. Substitut abréviatif. Une abréviation, abréviatif, donc au lieu, qui évite la répétition tout simplement, au lieu de chaque fois reprendre le nom de César, on va utiliser il pour justement relayer le texte. Donc tous ces éléments-là, le il, le elle, le la, chaque fois qu'ils reprennent une personne, un objet dont on parle, sont considérés comme des éléments qui sont d'abord des non-personnes et qui relaient économiquement donc d'autres éléments matériels du procès. Donc il permet de remplacer des éléments du procès dans le texte. Et ces pronoms personnels-là, donc ces substituts abréviatifs, bien sûr, sont caractéristiques de l'énonciation historique. Donc ce sont des éléments qui ne renvoient jamais à eux-mêmes, mais qui renvoient toujours à une situation objective, et donc ils échappent à la condition de personne. D'accord? Alors, troisième point, ce sont les références les références spatio-temporelles. Ce qu'on peut appeler aussi les références spatiales et temporelles. Hein? Donc vous avez, ça veut dire la même chose, d'accord? Mais il faut juste respecter l'orthographe si vous voulez reprendre cette désignation ou celle-ci. Donc les références spatiales et temporelles, ce sont des références qui sont toujours données dans le récit, dans l'énonciation historique. Elles sont toujours données sous la forme de groupes nominaux qui renvoient chaque fois toujours à un moment et ou un lieu qui sont indépendants du moment et du lieu de l'énonciation. D'accord? Donc ce sont des moments objectifs. Quand on reprenait ces exercices-là, donc voilà, nous avons des références spatiales et des références temporelles objectives que l'on va présenter sous la forme de noms propres ou de noms objectifs, de groupes nominaux. Par exemple, on va avoir alors la citadelle. La citadelle, donc c'est ce lieu qui est bien sûr
entouré de murailles très hautes, etc., qui est bien encerclée. La citadelle est une référence à un lieu précis chez le Romain, par exemple. Et donc c'est un lieu objectif qu'on va désigner par son nom. À Rome, par exemple, on a une référence à une ville de l'Italie, la capitale, et donc on a une désignation objective par la désignation du nom propre. Le forum, c'est le lieu dans lequel vont avoir lieu les combats. Par exemple, dans le premier petit extrait du RIF. Et donc on a chaque fois des références temporelles ou spatiales qui sont livrées par le moyen de groupes nominaux ou de noms propres. Par exemple, on a dans le texte introductif, le premier paragraphe du roman Les mots de Jean-Paul Sartre, on a, par exemple, en Alsace, donc on commence, ça c'est un C, hein, donc désolé parce que ce stylo, en Alsace, donc une référence au lieu qui se fait au moyen de ce groupe nominal, d'accord, aux environs de 1850, là nous avons une référence au temps, bien sûr, au temps où vont, à l'époque où vont avoir lieu les événements que l'auteur va raconter, d'accord? Et donc, le texte est d'emblée, dès le départ, dès l'ouverture, Jean-Paul Sartre démarre son texte par d'abord fixer le cadre spatial, le lieu où vont se dérouler les événements essentiels de son roman autobiographique, et ensuite le temps, la période à laquelle vont correspondre ces éléments, dans laquelle s'inscrivent ces événements-là, d'accord? Et donc, dans l'énonciation historique, nous avons toujours des références spatiales et temporelles qui sont données sous la forme de noms ou de groupes nominaux objectifs qui vont référer au lieu et au temps, bien sûr, de la narration ou du récit des événements. Voilà, donc à côté, voilà, nous avons terminé les particularités de l'énonciation historique. Là, nous allons donc passer aux caractéristiques de l'énonciation discursive en évoquant ces 3 points fondamentaux, par l'évocation de ces 3 points fondamentaux. Voilà, donc là je supprime ça, qui vont être d'abord l'énonciation, donc grand 2, l'énonciation discursive. Ce qu'on appelle également discours, hein. Donc on peut parler soit de l'énonciation discursive, soit dire tout simplement dans le discours, comme on peut dire l'énonciation historique ou bien le récit. Donc dans l'énonciation discursive, on va évoquer les mêmes 3 points, à savoir que le temps fondamental
là c'est une majuscule, d'accord, j'insiste, le temps fondamental du discours et le présent. Voilà. Donc le présent est considéré comme le temps fondamental du discours. Pourquoi? Parce que le discours va bien sûr prendre forme à partir du moment présent. Donc il s'inscrit dans le moment d'énonciation qui correspond, comme je l'expliquais tout à l'heure, à, voilà, à la situation d'énonciation ou le contexte qui s'inscrit dans un lieu et dans un temps présent, et puis les sujets énonciateurs qui sont le je et le tu ou le vous. Alors le temps fondamental du discours, c'est le présent. Benveniste considère que le présent est la source du temps. C'est à partir du moment présent que naît le temps. Nous avons d'abord ce point-là que je vais qualifier comme étant le présent et dans lequel je m'inscris, je suis en train de parler à l'instant, le moment présent. Et donc je peux tracer la ligne du temps où le moment présent est ici. Et je vais considérer comme passé, bien sûr, des événements. Je peux dire que quand j'ai commencé le cours, à 10h15 peut-être, j'ai évoqué le modèle de Jacobson, et donc je vais utiliser les temps du passé. J'ai utilisé le passé composé. Donc, tout ce qui n'est pas présent est forcément passé. Tout ce qui vient de se terminer, dès que je termine une phrase, au moment où je la formule, elle s'inscrit dans le présent, mais dès que je termine ma phrase, elle est désormais dans le passé. Donc vous voyez que la ligne du temps, elle est tout le temps en évolution, en déplacement, et que ce que j'anticipe de faire, dans peut-être une demi-heure, j'aborderai la question d'interférence entre le récit et le discours, donc relève du futur. Je me projette dans l'avenir, d'accord? L'avenir. Que certains linguistes écrivent à venir. C'est un jeu de mots, hein? C'est-à-dire tout ce qui est à venir. D'où d'ailleurs c'est l'origine du mot à venir. C'est la préposition à, le verbe venir, qui se sont soudés pour donner justement ce nouveau mot, un seul mot, qui est tout ce qui va venir. Tout ce qui n'est pas encore sûr d'être réel, tout ce qui n'est pas sûr d'avoir eu lieu, mais qu'on projette dans l'avenir et qui peut avoir lieu comme il peut ne pas avoir lieu. D'accord? Donc voilà, c'est juste une petite explication. Donc, le temps fondamental du discours, c'est le présent, et Benveniste parle du principe que le présent est la source du temps. C'est du présent que naît la catégorie du temps. Et bien sûr, à côté du présent, nous avons d'autres temps qui sont propres au discours. Nous avons le passé composé, et j'explique un peu la valeur du passé composé, parce que le passé composé, il joue sur un double registre. Quand il est utilisé en forme libre, il exprime donc la relation de
ce que Benveniste appelle le parfait du présent, c'est-à-dire un passé mais qui est toujours en rapport avec le moment présent. Le passé composé que j'ai utilisé tout à l'heure en disant vers 10h30 quand j'ai commencé le cours, j'ai abordé le modèle de Jacobson. Donc là, j'utilise un passé composé libre, donc qui est en forme simple et donc qui exprime un événement qui est encore en rapport avec le moment présent, parce que je suis toujours en train d'expliquer le cours et ses différentes parties. Donc c'est un parfait de présent qui exprime une valeur d'accompli. Donc le passé composé a deux valeurs. Alors, la première valeur, c'est quand il est utilisé en forme libre. D'accord? Donc, en forme libre. Quand il est utilisé en forme libre, comme l'exemple que je viens de donner, par exemple, on va reprendre ce document, mais à la page 2, qui concerne l'énonciation discursive ou discours. Alors, il dit, par exemple, nous avons appelé le nom et le verbe les deux dimensions de la phrase. Dans le premier extrait, le texte 4, le premier extrait qui relève de l'énonciation discursive. Donc, il dit, c'est pourquoi nous avons appelé le nom et le verbe les deux dimensions de la phrase. Là, nous avons un passé composé en forme libre qui exprime, bien sûr, l'accompli. D'accord? Donc, c'est une valeur d'accompli qui est exprimée par le passé composé et, bien sûr, son rôle consiste à présenter la notion comme accomplie par rapport au moment présent, au moment considéré. D'accord? Et donc, il est encore en rapport avec le présent, puisqu'il est, il est comme une sorte d'état résultant ou de produit qui résulte de, bien sûr, le moment présent. C'est un accompli qui est encore en rapport avec le moment présent. Il peut être aussi en forme corrélative, ou ce qu'on appelle tout simplement en corrélation. Et quand on dit que ce passé composé est en corrélation, ça veut dire qu'il va exprimer, il est utilisé dans une phrase complexe, d'accord, dans une subordonnée, et qu'il va être utilisé en rapport avec un temps simple. Donc on va avoir le rapport temps simple, temps composé, d'accord? Et donc, il va exprimer la valeur d'antériorité par rapport au moment présent. C'est alors dans le texte, par exemple, voilà. Je peux donner un exemple. Puisque j'ai perdu mes chances de mourir inconnu, je me flatte quelquefois de vivre méconnu. Puisque j'ai perdu mes chances. Donc nous avons ici le passé composé en corrélation. Puisque j'ai perdu mes chances, je me flatte. D'accord? Donc il est en corrélation avec le présent, je me flatte.
Et là, introduit dans cette phrase-là, corrélative, donc dans cette phrase complexe, la subordonnée, donc il exprime une relation d'antériorité par rapport au temps présent, au temps simple. D'accord? Donc il est nécessaire de relever ces valeurs du passé composé qui sont importantes. Il y a une troisième valeur du passé composé qu'on peut ajouter, donc je dirais 3 valeurs, c'est celle qu'il peut occasionnellement avoir, celle d'aoriste de discours. Alors, que veut dire la valeur d'aoriste de discours? C'est un fonctionnement que le passé composé présente et qui est unique. Aucun autre temps ne présente un tel fonctionnement. C'est celui de rattacher au présent un événement qui est ancien, rapporté. D'accord? Donc il va jouer le rôle comme l'aoriste dans le récit, lui il va jouer le rôle d'un aoriste dans le présent, dans le discours. Ça veut dire qu'il va rapporter des événements qui ne sont pas du tout rattachés au présent, mais qui sont détachés par rapport au moment présent. Et ce qui va nous permettre de repérer cette valeur d'aoriste de discours, c'est tout le contexte, bien sûr, verbal et situationnel qui va nous renseigner sur la présence de cet aoriste du discours. Par exemple, la présence de l'imparfait, qui est un temps, c'est vrai, qui est commun au discours et au récit, mais qu'on peut trouver beaucoup plus dans le récit, le plus que parfait, etc. Et donc, le test que l'on peut faire, c'est de transposer, de conjuguer les verbes au passé composé, au passé simple. Si cela n'apporte aucune modification, ça veut dire que nous sommes face à un aoriste de discours. D'accord? Alors que pour le passé composé en forme libre, qui exprime la valeur d'accompli, là, il y a tout l'arsenal du discours qui l'entoure, à savoir le présent comme temps fondamental, etc. D'accord? Donc, je vais passer maintenant à la dernière valeur, à la deuxième valeur du récit, du discours, pardon, c'est les personnes. Donc, on a vu les temps verbaux, maintenant, on va voir les personnes. Alors, c'est vrai que le système personnel du discours est un système qui est bien sûr basé sur la présence des interlocuteurs, comme on l'a vu ici, si ma mémoire est bonne, non, ici, voilà, d'accord? Donc, le présent, le discours, c'est-à-dire on est dans l'énonciation, et du coup, on est obligé de tenir compte du contexte. Bien sûr, on rapporte donc la situation. Au niveau de la situation, on va rapporter des événements en utilisant des temps verbaux. Et là, on a vu que le temps verbal essentiel est le présent. Il y a aussi le passé composé, il y a le futur, il y a l'imparfait aussi qu'on peut trouver dans le discours, etc. Et on a les personnes ou les sujets énonciateurs, d'accord? Donc, les personnes je et tu sont les personnes les plus utilisées dans le discours, bien sûr. Pourquoi? Parce que le discours introduit le dialogue, introduit un échange entre des interlocuteurs et du coup, donc ce dialogue-là va permettre aux énonciateurs d'interagir et de communiquer à travers les pronoms personnels. Donc, on va avoir le couple je-tu, bien sûr, je-tu, et toutes leurs variantes, moi, toi, me, te, etc.
d'accord? Donc toutes les variantes du couple je-tu qui vont interagir au niveau du dialogue ou dans le discours, d'accord? Donc ces personnes-là, alors ce qui est intéressant, c'est que le jeu, donc je vais reprendre un petit peu le schéma de la communication de Jacobson, mais en l'intégrant, c'est aussi le schéma énonciatif, d'accord? C'est le schéma énonciatif de Benveniste, mais qui a beaucoup de traits communs, de points communs avec le modèle de Jacobson. Donc nous avons un jeu, d'accord, qui est bien sûr l'énonciateur, pardon. Donc voilà, jeu énonciateur. Alors le jeu, bien sûr, envoie un message, un tu, qui est l'énonciateur, d'accord? Et donc, nous avons une émission de message, d'un discours, ce qui introduit, bien entendu, le dialogue. Ce qui va introduire le dialogue, parce que le tu va devenir à son tour je, en prenant la parole, donc c'est la même personne, donc là c'est la même personne, et il va bien entendu répondre à je, qui va devenir tu, et donc là aussi il y a la même personne, et ainsi de suite. Il va y avoir cette interaction entre le je et le tu qui vont chaque fois donc échanger des propos, interréagir tous les deux. Et donc il y a ce changement aussi, cet échange entre le je et le tu. Et c'est dans ce sens-là que, en fait, Antoine Cuglioli, va parler de co-énonciateur. Parce que ce schéma de dialogue, ce schéma de la communication, ce dialogue entre le je et le tu n'est pas aussi simple que ça. Le je, en parlant, bien sûr, il est l'émetteur, l'énonciateur qui s'adresse à un tu. Le tu qui est dans l'attente de la réception du message et qui va, une fois qu'il a reçu le message, va répondre et va devenir je. Donc il y a cette réversibilité des rôles entre je et tu, mais Cuglioli va dire que c'est encore plus délicat que cela, parce que je est son propre énonciateur. Ça veut dire que en produisant un énoncé, je suis mon propre récepteur d'abord. Donc je peux bien sûr être conscient de ce que je dis, je peux même me dire parfois, ah, tiens, ce que je dis est super bien, et très bien élaboré, etc. Donc je suis d'abord mon propre récepteur. Et le récepteur ou l'énonciateur, il est dans l'attente de devenir un énonciateur. D'où d'ailleurs le terme de co-énonciateur que je trouve judicieux chez Antoine Cuglioli, parce que il y a cette activité de réflexion qui, pendant qu'il est en train de recevoir le message, le tu est en train aussi de formuler son propre message, de penser peut-être à la réponse qu'il va adresser à ce je premier. Et donc il est à la fois énonciateur, mais aussi co-énonciateur ou énonciateur virtuel. Hein.
Donc on peut parler aussi d'un énonciateur virtuel qui va devenir réel une fois qu'il va prendre la parole et bien sûr répondre. Et donc, souvent, le dialogue peut virer au monologue, comme le dit si bien Antoine Culloli, parce qu'il arrive à un moment donné où chacun est dans son discours. Moi, je suis l'énonciateur, je parle, mais la personne qui reçoit mon message, qui est là en face de moi, peut-être elle est en train de penser à son propre message, que mon message évoque chez elle des éléments auxquels elle va penser, etc. Et du coup, donc, le dialogue peut facilement virer au monologue, où chacun est dans son propre message. Donc, on est à la fois dans la réflexivité, je suis à la fois je et tu, d'accord? Et donc, voilà, je mettrai. Et la même chose. Donc, je suis l'émetteur de mon message, mais je suis aussi mon propre récepteur. Et la même chose. Et donc, le schéma de la communication ici, de l'énonciation, c'est vrai, est beaucoup plus complexe. Donc, le je implante le tu en face de lui. Donc, un je appelle forcément un tu. D'accord? Il n'y a pas de je sans tu. Même dans le monologue, on va parler d'un je écouteur et d'un je récepteur. D'accord? Donc le jeu qui se divise, qui se scinde en deux parties, celui qui émet et celui qui reçoit. Donc on peut être son propre écouteur, on peut se parler à soi-même. Ça nous arrive à tous de soit se dire ah ben, je n'ai pas bien fait, ou bien j'ai bien fait de parler comme ça, j'ai raison, on peut se dire ben, je n'aurais pas dû... je n'aurais pas dû venir chez une personne parce que je suis mal reçue, je n'aurais pas dû dire ça, et peut-être quelqu'un qui va rentrer va vous dire vous êtes en train de parler tout seul, c'est pas normal. Or c'est normal de se parler. Donc le jeu implante un tu en face de lui. Alors le tu ou le vous, selon les rapports sociaux que l'on entretient avec le co-énonciateur. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le on qui peut être singulier, individuel, ou bien le vous qui peut être pluriel. D'accord? Là, il est nécessaire aussi de se pencher sur les valeurs des pronoms utilisés des personnes qui sont bien sûr présentes dans le lieu du dialogue et de la communication. Donc ces personnes-là, je et tu, interréagissent dans le discours et sont dominantes. D'accord? Alors, nous avons également... non, là, c'est là. Voilà. Donc, à côté des personnes, nous avons bien sûr les indicateurs de temps et de lieu. D'accord? Voilà, j'ai pu effacer sans problème. Donc, les indicateurs... Ah ben non. Voilà, les indicateurs de temps et de lieu, ou bien ce qu'on appelle les indicateurs spatio-temporels, ou bien les indicateurs spatio et
temporel. Hein. Donc vous voyez que vous avez toutes ces appellations pour désigner ce troisième sous-titre propre à l'énonciation discursive. D'accord? Donc les indicateurs de temps et de lieu dans le discours, bien sûr, sont des indicateurs qui sont bien entendu en rapport avec le moment et le lieu de l'énonciation. Donc ce sont des indicateurs qui, bien sûr, sont exprimés par référence au moment où se déroule le discours, le dialogue, et le lieu dans lequel bien sûr, ont lieu ces éléments-là. Donc, ce sont ces indicateurs-là, les deux, qui s'inscrivent dans le moment présent, liés à la personne, je, ici, maintenant, qui constituent la triade essentielle, bien sûr, du discours chez Benveniste. D'accord? Donc, le jeu, parce qu'au niveau des personnes, c'est le jeu qui domine. D'accord? Et quand je dis jeu, ben le jeu, il implique nécessairement un tu. Il n'y a pas de jeu sans tu. Donc, que je mette le tu ou que je ne le mette pas, le tu est implicite. Il est toujours appelé par le tu est toujours appelé par le je, bien sûr. Et le ici et le maintenant sont les paramètres ou les éléments qui permettent au discours de prendre racine dans le lieu de l'énonciation et dans le moment de l'énonciation qui est le maintenant. Donc c'est cette triade-là que l'on va appeler des embrayeurs. Alors le mot embrayeur a été emprunté à Jacobson, qu'il désignait par le terme anglais shifters. Et donc les shifters, ce sont ces éléments-là qui permettent de référer au message au moment de sa production, de sa réalisation. D'accord? Donc ce sont ces éléments-là qui permettent d'ancrer le message dans le moment, le lieu et la personne de l'énonciation. D'accord? Donc, d'ailleurs, on le trouve très bien, ici, voilà. Voilà, les embrayeurs, ce sont en fait des éléments, comme le dit très bien Benveniste, ce sont des éléments dont la fonction consiste à articuler l'énoncé sur la situation d'énonciation. Donc des éléments qui permettent de ramener l'énoncé au moment de son énonciation. Alors, ce sont des éléments dont le sens n'est pas fixe. Si au niveau, par exemple, des mots comme, comme quand je dis une chaise, ben le mot chaise a un sens fixe et il a une référence fixe parce que chaque fois que je vais voir un objet qui correspond à la définition du mot chaise, je vais repérer justement l'objet chaise, d'accord, avec des pieds, un dossier, un siège, etc. Or, les embrayeurs ou les shifters, ce ne sont pas des mots qui ont un sens fixe, mais dont le sens ne peut être identifié qu'à partir de la situation d'énonciation. Le sens de jeu n'est déterminé que par rapport au moment de la communication, au moment d'énonciation, où justement je vais identifier qui est ce jeu qui dit je.
Et peut-être que dans la minute qui va suivre, je serai obligée d'identifier l'autre jeu qui va répondre, qui était tu il y a quelques minutes et qui est devenu jeu en prenant à son tour la parole. Donc le jeu ne désigne pas un objet fixe, mais toute personne qui prend en charge la langue, qui va prendre la parole et qui va à chaque fois se désigner par je. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant à dégager, d'ailleurs, ceci va nous amener à dégager les spécificités de ces embrayeurs, c'est-à-dire le jeu ici, maintenant, c'est que d'abord, ils ont des caractéristiques principales qui sont d'abord leur unicité spécifique. Le jeu est chaque fois unique. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, il va se désigner par jeu. Et donc chaque fois, le jeu va désigner quelqu'un de différent. Même si je prends la parole une fois et je dis je, ben dans 5 minutes, si je prends la parole, ben ce sera une parole unique. Et ce sera un jeu un peu unique parce que je vais prendre, peut-être formuler des idées spécifiques, etc. Donc l'unicité du jeu et du tu aussi, parce que chaque fois, ils sont uniques. Il y a aussi leur caractéristique, leur deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont inversibles. Comme je l'ai montré tout à l'heure dans ce schéma de la communication, le jeu, il prend la parole, il se désigne par je. Donc le tu, il écoute, il est désigné par tu. Donc le je est unique, le tu est unique. Mais pour répondre à je, au premier je, le tu va devoir prendre la parole et se désigner par je. Donc il y a une réversibilité des rôles entre le je et le tu. Et donc le je va inverser les rôles en prenant la parole à son compte et désigner le premier je en tu et indéfiniment. Donc ça va être tant que le dialogue, tant que la discussion dure. Donc le je devient tu, le tu va s'inverser et devenir je et désigner le premier je en termes de tu et indéfiniment. D'accord? Et c'est ce qui caractérise le je tu et les distingue du il. Parce que le il, la troisième personne, c'est la seule personne par laquelle une chose est prédiquée. D'accord? Verbalement. C'est pour ça qu'on l'appelle la non-personne. Si je dis je fais telle chose, donc je suis en train d'exprimer quelque chose en rapport avec moi-même. D'accord? Par contre, si je dis il n'a pas répondu à son message, elle est venue au rendez-vous, etc. Ben donc là, en utilisant le il ou le elle, je prédique quelque chose sur justement une personne, ou bien la chaise s'est cassée, elle n'est pas sûre ou elle est mal montée, etc. Et donc le elle ici permet de prédiquer verbalement quelque chose à partir de l'objet chaise ou de dire prédiquer quelque chose sur une personne, il ou elle. Donc, d'où le terme de non-personne que Émile Benveniste a utilisé pour désigner justement le il comparé à je tu. Dernier point, donc en rapport avec, donc, comme je le disais, ce sont les indicateurs de temps et de lieu dans le discours. D'accord? Donc ces indicateurs de temps et de lieu dans le discours se présentent, comme je l'ai dit, tous en rapport
avec le moment de l'énonciation, avec le moment et le lieu de l'énonciation. Donc, puisque les deux protagonistes, le je et le tu, sont présents dans le lieu de l'énonciation, ils ne vont pas dire la chaise est cassée, mais ils vont dire ceci est cassé, ou bien elle est cassée en montrant du doigt. Hein. Donc on va utiliser les gestes les index, d'accord? Donc les gestes de démonstration, on va montrer les objets, on va les désigner par le doigt. Donc on va utiliser un système d'éléments déictiques, d'accord? On appelle ça des déictiques. Et là, je voudrais corriger parce que beaucoup d'étudiants écrivent ce mot incorrectement. Donc, on va utiliser des éléments qui relèvent de la déixis. Déixis vient de doigt, d'accord? C'est le doigt. Le doigt. Et donc, tout ce qui relève du doigt est désigné comme déictique, et donc relevant de la déixis. Donc, on va dire ceci, ici, par exemple, ici, le cadre est spacieux, ici, il fait trop chaud, et ainsi de suite. Et donc, il faut nécessairement chercher à savoir ce que désigne le ici. Est-ce un lieu, est-ce un objet, est-ce un moment, est-ce un lieu, une salle ou un espace ouvert ou une ville? On peut dire ici à Meknes, il fait trop chaud en été par exemple. D'accord? Donc le ici, que désigne-t-il? Maintenant, le maintenant aussi, en disant maintenant, il faut comprendre à quoi correspond le maintenant. Là par exemple, le maintenant correspond à 12h46. Mais dans quelques secondes, le maintenant va correspondre peut-être à 13h ou à un autre moment. Donc il faut toujours chercher ce que signifie cette triade, que désigne le je impliquant le tu, et le tu aussi, ou le vous, d'accord, le ici et le maintenant. Et donc nous avons la seule référence qui doit être prise en compte, c'est l'instant et le lieu, le moment et le lieu où le je parle. D'accord? Et c'est ce qui donne donc cette triple relation, je, ici, maintenant, ou la triade, ou donc la triade qui permet de mettre en avant ces embrayeurs qui permettent d'embrayer sur la situation de communication elle-même. Voilà. Alors, pour le système temporel, donc, nous avons donc, voilà, une référence au temps qui est maintenant, aujourd'hui, etc. Donc, nous avons quand même un système de référence assez limité, puisque c'est un système qui permet de s'inscrire dans le moment présent. Mais, par contre, pour l'espace, nous avons un inventaire un peu plus important, mais il reste toujours limité comparé aux indicateurs spatio-temporels relatifs au récit. D'accord? Donc, les indicateurs de lieu, par exemple, impliquent la présence bien sûr, dans le discours, d'un geste qui va accompagner l'objet en même temps qu'est prononcée l'instance du terme. Donc on va avoir ici le tableau, par exemple, est plein, ou bien tout simplement ce tableau est magnétique, etc. Voici, si je dis par exemple, voici le technicien ou l'opérateur qui vient, donc il faut savoir
qui est ce technicien, qui est cet opérateur, en le montrant, il faut chercher à comprendre ce qu'il désigne comme personne, etc. Et pour l'expression du temps, le lexique il est plus abondant. Donc, pardon, pour tout à l'heure, c'est le lexique de l'espace qui est plus limité. L'expression du temps, le lexique est plus abondant. Et là, je vous ai donné un tableau, justement, qui résume toutes les expressions du temps relatives au discours et au récit, à l'énonciation historique et à l'énonciation discursive. Donc, essayez de comparer justement et de retenir ces formules quand on traduit ou quand on transpose un texte du discours au récit. Ben, il faut tenir compte de ces transformations temporelles, parce qu'il y a des changements au niveau des temps verbaux. Le discours, une fois transféré au passé, donc le présent, va céder la place à l'imparfait, au temps du passé. Les temps composés, par exemple, le passé composé peut devenir soit passé simple quand il exprime des actions brèves et il exprime la valeur d'accompli, soit il va être transposé en plus que parfait quand il exprime une antériorité, par exemple. D'accord ? Les pronoms personnels, le je, tu vont devenir il, une fois transférés dans le récit. Et bien sûr, ces indicateurs de temps et de lieu vont à leur tour changer. La semaine prochaine, dans le discours, deviendra la semaine suivante. Aujourd'hui, va devenir ce jour-là ou le jour même. Maintenant va devenir alors, ainsi de suite. Donc ce tableau vous donnera un petit peu toutes les indications. Donc j'aborde un dernier point et je termine. Voilà. Donc je vais effacer tout ça. Le dernier point est relatif à, bien sûr, l'interférence. D'accord ? Donc c'est vrai que ces deux types d'énonciation peuvent interférer. Donc c'est le troisième point. Donc, bien sûr, il peut y avoir un mélange de ces deux types. Un texte n'est jamais, c'est très rare qu'un texte relève exclusivement du récit ou exclusivement du discours. D'accord ? Sauf par exemple les textes purement historiques. Là, il n'y a aucun problème, ils s'inscrivent forcément dans l'énonciation historique, mais dans, par exemple, les romans, les textes de narration, les fictions, etc., ben, l'auteur va, bien sûr, passer d'un plan à un autre. On va avoir des transferts, des interférences entre le discours et le récit. Quand le narrateur ou l'auteur va décrire les lieux, va décrire les personnages, nous sommes dans le récit, bien sûr, quand il va rapporter des événements passés, donc il nous met forcément dans le récit, mais dès que le romancier donne la parole à ses personnages, il va automatiquement s'inscrire dans l'énonciation discursive, puisqu'il va y avoir un dialogue ou un échange, une conversation entre des personnages, d'accord ? D'où le nom d'interférence. Et donc l'interférence, c'est ce que Dominique Minguenot appelle l'hétérogénéité énonciative. C'est ce que donc Dominique Minguenot, voilà. C'est ce que Dominique Minguenot appelle l'hétérogénéité énonciative. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de fusion ou de mélange entre ces deux types d'énonciation, d'accord ? Entre ces deux plans d'énonciation. Alors ces interférences
des deux systèmes, discursif et historique, peuvent se manifester au niveau de 4 points. D'abord, le présent peut être utilisé dans le récit. Donc, ou bien, deuxième point, le je dans le récit. Ou bien, le il masque de je dans le discours. Donc, c'est l'inverse. Ou bien le discours indirect, ou le style indirect. Alors, le présent dans le récit, généralement le présent, quand on parle du présent, c'est vrai qu'on fait référence au présent actuel. Donc, le présent actuel, tel qu'il est défini, est étranger au récit. Mais certains auteurs, comme je l'ai dit, certains genres romanesques peuvent chercher à transposer l'action dans le présent du narrateur. Ça veut dire qu'on va faire comme si le narrateur racontait les événements au moment de leur lecture, au moment où le lecteur est en train de lire le roman. C'est pour donner, tout simplement, on peut parler ici d'un artifice de style. C'est juste pour donner l'impression au lecteur que les événements se déroulent au moment où il les lit, pour donner une certaine dynamique, une certaine vivacité aux événements. D'accord ? Donc, et le nouveau roman exploite beaucoup cette méthode-là par l'utilisation du présent. D'ailleurs, Alain Robbe-Grillet, qui est considéré comme l'un des fondateurs du mouvement Nouveau Roman, il va parler de l'identité des deux durées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passé et de présent, mais les deux durées sont identiques. Le présent, chaque fois qu'on lit quelque chose, on le ramène au présent. Chaque événement quel qu'il soit a été présent. Et donc, je dois l'écrire au présent. D'accord ? Il parle aussi d'un temps coupé de sa temporalité, puisqu'il ne peut y avoir d'autre temps que celui de la consommation de l'œuvre. Donc il y a cette valeur du présent qui est importante à dégager, celle de vouloir donc faire coïncider le moment de lecture avec, bien sûr, le moment des événements qui se déroulent dans le roman. La deuxième valeur du présent, c'est cette valeur du présent intemporel, d'accord ? Ou ce qu'on appelle aussi le présent omnitemporel. Omnitemporel, c'est un terme de Pierre Guiraud, un lexicologue, un linguiste très connu, voilà. Et donc il parle des vérités éternelles, des définitions abstraites, des proverbes, des maximes, etc., des sciences, etc. Comme j'ai dit, le chien est un animal fidèle, l'ours est un mammifère, etc., etc. Donc il faut savoir distinguer entre ce présent qui est un simple artifice de style et bien entendu le présent qui ancre les événements dans le moment d'énonciation. D'accord ? Et voilà. Donc le jeu dans le récit. C'est vrai que quand nous avons un auteur qui bien sûr se raconte dans une œuvre autobiographique, donc le jeu est forcément dominant puisque l'auteur va se raconter, il est à la fois l'auteur et le narrateur de son texte. Et donc dans le récit autobiographique, la relation entre le narrateur et son texte est très étroite. Il va utiliser le jeu et du coup, et il arrive, bien sûr, il arrive souvent qu'un narrateur utilise
le jeu dans son récit, dans une énonciation historique. Et ce jeu-là n'est pas le jeu, bien sûr, qui correspond à l'auteur. Donc, on n'est pas dans une œuvre autobiographique. C'est un jeu qui n'est pas un véritable embrayeur, comme le dit Dominique Minguenot. C'est un jeu qui, alors, il le dit, ce n'est pas un jeu, un embrayeur véritable, celui du discours, mais seulement il se trouve désigner le même personnage que le narrateur. Il se trouve qu'il dénote le même individu que le narrateur. Donc le narrateur va être présenté dans le roman, dans le texte, comme étant sous la forme de jeu. D'accord ? Donc l'auteur peut choisir ce procédé-là. Et dans ce cas-là, donc, le jeu ici n'est pas un véritable embrayeur, mais c'est juste, il se trouve dénoter le même individu que le narrateur. Et vous allez trouver, il n'y a que le jeu seul qui va être utilisé comme élément propre au récit, au discours, pardon. Mais vous allez trouver dans le récit tous les autres éléments qui réfèrent à l'énonciation historique. Donc, quand vous avez le jeu avec le passé simple, avec les temps du passé, donc vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu de l'énonciation discursive, mais ce n'est pas un véritable embrayeur, mais c'est un jeu qui dénote le même individu que le narrateur. D'accord ? Le il, masque de jeu dans le discours. Alors, il arrive l'opération inverse. Inverse, c'est que dans le discours, certains auteurs, au lieu de se raconter en termes de jeu, vont utiliser le il. D'accord ? C'est une sorte de stratagème pour marquer une certaine distance par rapport à eux-mêmes, pour ne pas être totalement impliqué dans les événements que l'auteur raconte. Donc, mais tous les éléments linguistiques du texte sont des indicateurs de l'énonciation discursive. Il n'y a que le il qui change. Et du coup, donc, comme le dit d'ailleurs Roland Barthes dans un article, si vous voulez le lire, il est intéressant, dans un ouvrage collectif qui porte le nom de Poétique du récit. Je pense que je vous l'ai donné dans la bibliographie. L'article de Roland Barthes s'intitule Introduction à l'analyse structurale des récits. Et Roland Barthes va donc signaler une interférence très subtile entre deux systèmes, ce qu'il va appeler le système personnel, d'accord, et système personnel et système apersonnel. Donc, il arrive qu'à un moment donné, par exemple, l'instance véritable qui raconte les événements devrait être la première personne, mais l'auteur ou le narrateur raconte les événements en utilisant la troisième personne du singulier. Donc, il choisit le système apersonnel plutôt que le système personnel. Il dit qu'il suffit de réécrire, d'accord ? De réécrire, hein, comme ça, de réécrire. En anglais, il appelle ça to rewrite, donc réécrire à nouveau le passage du il en je. Si ça marche, si cette opération n'entraîne aucune modification du discours, que seulement le changement des pronoms grammaticaux, il est certain, il dit que l'on reste
dans un système de la personne. D'accord? Il donne l'exemple justement du début d'un roman policier Goldfinger qui, selon lui, quoique écrit à la troisième personne, il est en fait parlé par James Bond. D'accord? Voilà. Alors, dernier point, c'est le style indirect. Donc, le discours indirect ou le style indirect rend compte d'une conjonction exceptionnelle des deux types d'énonciation. C'est en fait un discours qui est rapporté en termes d'événements et transposé sur le plan historique. D'accord? Donc il peut contenir des éléments du récit et des éléments du discours. Et donc là, c'est vrai que la grammaire française regorge des travaux des grammairiens qui se sont penchés sur les transformations du style direct au style indirect, avec bien sûr toutes les règles qui permettent de favoriser ces transformations-là. Concernant le système temporel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les temps verbaux vont passer du présent au temps de l'imparfait parce que le discours est raconté, devient récit, d'accord? Et donc, il dit qui l'a, donc on doit faire appel au verbe introducteur, plus bien sûr la complétive. Et par exemple, quand j'ai un texte, un dialogue, par exemple, je t'adresse une requête, transposé au discours indirect, il lui dit qu'il lui adressait une requête, d'accord? Donc le je devient il, le présent devient imparfait, et ainsi de suite. Donc il y a tout un ensemble de transformations. Aujourd'hui devient le jour même, hier devient la veille, demain devient le lendemain, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire sur ces points-là. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de travail aussi. Et puis, je reste à votre disposition pour toute question concernant le cours ou pour des exercices que vous souhaiteriez me soumettre. D'accord? Voilà, donc à très bientôt et très bonne fin de journée. أنا سعيد شكرا. طولت عليك ياك؟ لا c'est pas grave. merci beaucoup. Mais عرفتي